Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Différenciateur Inné avec votre hôte Gaël Régnier. L'objectif de ce podcast, c'est de trouver la différence qui rend une entreprise attractive et irrésistible. Et aujourd'hui, j'ai un invité extraordinaire. J'ai Monsieur Clément Bergon qui est avec nous. Clément est conférencier, auteur, coach, formateur, spécialisé en management, communication et performance professionnelle. Clément accompagne les managers, les dirigeants à accroître leur leadership et la qualité de leur posture managériale. Pour vous donner une idée de qui est Clément, des succès qu'il a obtenus, c'est le créateur de la chaîne YouTube La Brève du Manager, qui est numéro un en francophonie sur sa thématique, avec plus de 60 000 abonnés. C'est l'auteur du livre Bon Manager, mode d'emploi. On en parlera un petit peu aujourd'hui. Et c'est une personne qu'on a vue dans les Échos, Courrier Cadre, L'Express, etc., etc., etc. Et ni plus ni moins également est un ancien rugbyman de haut niveau. Bonjour, Clément Ergon. Bonjour Gaël, merci beaucoup de ton invitation. Mais avec plaisir, on s'était rencontrés il y a quelques mois de ça, au mois de septembre à Montpellier, et ça avait bien Ouais, cliqué, on avait dîné ensemble, oui, et j'avais trouvé vraiment ton approche du management, ce que toi tu appelles les you managers, oui, tout à fait. vraiment C'est ça. différente, vraiment je dirais contre-intuitive. Mhm. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça, Clément? Sur cette notion de ce que je mets derrière le manager, C'est ça, human manager, exactement. oui. En fait, si on regarde beaucoup le monde du management, le monde du leadership, on a la sensation que très souvent c'est illustré au travers d'un côté très testostérone, très performance. Tu sais, il faut être un leader, il faut être à 110%, il faut être, tu vois, c'est ce genre d'énergie-là. Sauf que en vrai, dans la vraie vie, ça fonctionne pas. C'est même l'exact opposé. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde un vrai manager, un vrai leader, un vrai leader, en fait, pour faire simple, le leadership, si vous regardez ce que c'est que le leadership, souvent, il n'y a pas véritablement de définition de ce que c'est que le leadership. Moi, j'ai tendance à dire que le leadership, c'est donner naturellement envie aux autres de vous suivre, Mhm. pour faire simple. En fait, c'est quelqu'un qui a du charisme qui vient de charis, ce qui brille en grec, charisma derrière. Et le charisma, c'est un service que l'on vous donne sans rien demander en retour. Ok. Et en fait, un leader charismatique, c'est quelqu'un qui inspire l'action des gens et il est tellement inspirant, il incarne tellement ce qu'il fait que les gens ont envie d'agir avec lui simplement parce qu'il est, et il représente tellement voilà, il représente tellement ce qu'il veut créer, cette vision, que les gens ont envie de le suivre. Sauf que finalement, être un leader charismatique, ça passe avant tout par, je dirais, un savoir-être et justement une incarnation qui est véritable, c'est-à-dire savoir mettre en adéquation la vitrine et l'arrière-boutique, pas jouer un rôle, Mhm. d'accord? Si on joue un rôle, si on fait semblant, ça marche pas. Et donc forcément, les gens vont se rendre compte à un moment qu'il y a un biais entre ce qui est annoncé et ce qui est véritablement. Et donc, ça demande déjà d'arriver à bien se connaître, à bien se comprendre, savoir qui on est pour pouvoir incarner un leadership authentique. Et surtout, ça demande une espèce d'inversion de posture. Pourquoi je dis une inversion de posture? C'est que au final, un manager, un bon manager, il n'a qu'un seul vrai rôle, un seul. Alors que pourtant, si on demande c'est quoi le rôle d'un manager, la plupart des gens vont dire oui, piloter, organiser, diriger, contrôler, fédérer, tout ce que vous voulez. Mais en fait, tout ça ne vient au service que d'un seul rôle, qui est de faire grandir ses équipes. Et si je suis doué à faire grandir mon équipe, c'est-à-dire faire en sorte que les gens deviennent de plus en plus compétents, autonomes, proactifs, force de proposition, etc., etc., en fait, mon rôle, c'est de faire en sorte que mon équipe, progressivement, n'ait pas besoin de moi pour devenir excellente. Je veux leur apprendre à pêcher et pas leur donner du poisson, comme on dit. Mhm. Et donc, si les gens ont cette sensation de grandir à mes côtés et de devenir pleinement autonomes, compétents, etc., eh bien, en fait, si on regarde, ça veut dire que c'est moi qui suis au service de la croissance de mon équipe. D'accord. Et pour pouvoir être au service de la croissance de mon équipe, ça veut dire que je dois apprendre à bien les connaître, je dois apprendre à être dans cette posture de soutien, à être dans cette posture d'aide, tout en apportant un cadre rassurant et un cadre clair
etc. Donc finalement, c'est je me mets au service de l'humain, puisque mon objectif, c'est de comprendre l'humain et comprendre quelles sont les forces de la personne pour l'aider à les développer. Excellent. Donc c'est ça finalement être un human manager, et je pourrais te raconter, si tu veux, d'où m'est venu le terme, puisque je la Mais dois à mon je ancienne. veux. Mais en tout cas, voilà, c'est ça finalement, c'est si je suis doué pour aider les gens à grandir, les gens auront envie tout simplement de me suivre. D'accord, donc c'est vraiment une approche complètement contre-intuitive de ce qu'on peut voir de manière habituelle, je dirais, dans le management. C'est ça, c'est Tu vois, ça. enfin, j'ai été dans des grands groupes. Tu vois, j'étais chez Microsoft, j'étais dans le numéro 1 mondial de la relation client en hébergement informatique. Oui, Et c'était très, très dirigé par les KPI, oui. les reviews, donc les revues annuelles, biannuelles, etc., Mhm, etc. Et hormis dans la boîte d'hébergement qui était très, très axée sur l'aspect culture d'entreprise, c'était sacro-saint au sein de cette entreprise. Pour tout dire, dans cette boîte-là, on avait des personnes qui étaient là pendant 10, 15, voire 20 ans dans l'informatique, alors qu'on a notre boîte mail qui est remplie d'offres d'emploi de chasseurs de tête. Eux, ils ont réussi à créer ça. mhm, Et, qu'est-ce que tu vas utiliser, toi, ou qu'est-ce que tu recommanderais, tu vois, à une entreprise qui souhaite se développer? Quelle mhm. méthodologie, quelle approche? Donc, je t'ai connu à travers la process com, la process communication quand tu étais venu faire ton intervention au Mastermind Sud de France. Ouais. Mais qu'est-ce que tu recommandes, André, comme approche pour une personne voilà, qui veut se lancer, qui a peut-être pas, enfin, qui avait aucune idée jusqu'à maintenant de ce que tu viens de lui partager? Se lancer en tant qu'entrepreneur ou se lancer en tant que manager? Non, si tu as Tu veux déjà évoluer. ton entreprise Ouais. et tu commences à avoir des équipes, tu as peut-être 2, 3, 4, 5, 10 personnes et tu es obligé de la développer. Donc, quelle est l'approche, tu vois? Parce qu'on voit que l'approche traditionnelle ne fonctionne pas. Donc, comment devenir un human manager? Quelle serait, tu vois, la première étape? C'est quoi la recette? C'est quoi la recette? Bien sûr, la réponse est dans ton livre, j'imagine. Oui, bien évidemment, vous avez tout le mode d'emploi, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, mon manager mode d'emploi. Exactement. Mais en fait, si je devais donner la grande recette, les grands axes, d'ores et déjà, en fait, en tant que manager, et donc en tant que dirigeant aussi, Hmm. d'accord, vous allez être amené à développer, je dirais, trois postures Ok. en fonction des situations et en fonction des personnes. Ok. Ces trois postures, c'est la posture de commandant, Mhm. la posture de leader et la posture de coach. En résumé, la posture de leader, on va commencer par celle-ci, c'est c'est une posture justement inspirationnelle. Et ça veut dire que vous allez devoir être au clair avec ce que vous souhaitez créer dans votre boîte, quelle est votre vision, quel est votre pourquoi, et ensuite quelle est votre vision stratégique. Alors, vous voyez, j'ai mis vision et vision stratégique, c'est deux choses. La vision, j'aurais tendance à dire, c'est à quoi voulez-vous contribuer ici en ce bas monde? C'est quoi votre vocation? Et attention, votre vocation, c'est pas un métier. On peut avoir la vocation de soigner, et cette vocation peut être servie par plein de moyens, devenir médecin, infirmier, kiné, ce que vous voulez. Mais en fait, la vocation à la base, c'est soigner, et après, je vais utiliser un métier qui va me permettre de soigner. Et donc, vous, finalement, c'est quoi votre vocation en tant qu'entrepreneur? C'est quoi votre vision? C'est-à-dire, à quoi voulez-vous contribuer? À quoi voulez-vous aider? Une fois que ça, c'est clair, en fait, derrière, c'est pourquoi vous voulez faire ça. Ça, c'est la source de ce qui vous motive. D'accord? Et donc, ça, c'est excessivement important de savoir qu'est-ce qui finalement remue nos tripes au point d'avoir envie d'aller contre vents et marées, d'aller braver les tempêtes pour pouvoir construire cette vision qu'on avait. Euh, Derrière, il va nous falloir un plan. Et ça va être la fameuse vision stratégique avec le plan d'action derrière. Et le plan d'action, il y a une chose qui est certaine, c'est que les choses ne se passeront jamais comme prévu. Donc c'est Ça, je peux le finalement une... garantir. Voilà. Donc c'est une manière d'anticiper le chemin idéal
sachant que dans tous les cas, je vais être obligé de m'adapter. Et donc, ça va me demander une vraie capacité d'adaptation. Mais en fait, si je devais résumer, c'est un peu comme le capitaine d'un navire. D'accord? Vous êtes le capitaine d'un navire, vous avez votre équipage qui est là pour vous aider à faire avancer le navire. Et résultat des courses, imaginez que vous disiez à votre équipage, bon, ben, demain, on part à Tombouctou. Ok. Option 1, donc ça y est, il y a une destination. OK. Mais par contre, OK, pourquoi on va à Tombouctou? Si vous ne dites pas pourquoi on va à Tombouctou, bah, ils vont le faire juste parce qu'ils sont payés pour ça. Ils vont ramer, mais sans trop de motivation. Mhm. Par contre, si vous leur dites demain on va à Tombouctou, parce que c'est là-bas que nous allons faire la plus grande découverte archéologique mondiale. Ah, waouh! Ah, il y a un truc intéressant à faire, une vraie raison à aller à Tombouctou. Et donc là, tout d'un coup, le niveau de motivation, le pourquoi, va être là au service de la vision. Et une fois que que tout ça s'est fait, ben, vous avez un plan de route pour aller à Tombouctou, sachant que sur la route, vous allez rencontrer des vents contraires, vous allez avoir des tempêtes, etc. Et donc, vous êtes obligé de changer votre plan en cours de route. Ouais. Voilà, ça c'est ça. C'est finalement la posture de leader, c'est ça. Et ça, c'est ouais, c'est extraordinaire. Et tu vois, je rebondis sur ça quand on était avec. Quand la NASA avait son organisation, enfin son plan de mettre un homme sur la Lune, un Mhm, des journalistes était venu interviewer le concierge en fait du campus. mhm, Et la personne lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous faites au sein de cette organisation? Il dit, moi, tous les jours, j'aide à mettre un homme sur la Lune. Tu vois, il c'est n'était ça. pas là pour être concierge, tu vois. Il était là pour Mhm, mettre un homme sur la Lune. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence. C'est ce c'est exactement pourquoi, ça. qu'est-ce qui va venir galvaniser les personnes. Et en effet, tu vois, moi j'aime bien dire que si tu regardes en fait par rapport à la posture de leader, Ouais. il y a une notion à prendre en considération, c'est que Mhm. vous allez devoir apprendre à devenir des maîtres Kyudo. Des maîtres Kyudo. Kyudo, ouais. Alors explique-moi ce que c'est le Kyudo, j'ai jamais entendu parler de ce mot-là. Alors, le Kyudo, en fait, c'est un art martial japonais qui est l'art du tir à l'arc. Ah, ok. Alors, pourquoi je parle de cet art du tir à l'arc? Non pas parce que je le pratique, absolument pas, mais en fait bon, déjà, je vous invite à regarder, vous allez voir, ils sont avec des grands arcs en bois, avec des tenues traditionnelles, dans des jardins japonais, c'est très beau à voir, et surtout avec des gestes très majestueux, etc. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'une fois, j'ai vu un reportage sur le Kyudo, et à un moment, il y avait un vieux maître Kyudo qui était interviewé. Et ce vieux maître Kyudo, le journaliste lui demande, OK, mais c'est quoi le plus grand apprentissage pour vous dans l'art du Kyudo? Et ce maître lui répond, ben, c'est très simple, le plus grand apprentissage, c'est d'apprendre que le résultat ne nous appartient pas. Alors là, le journaliste, il le regarde, il dit, pouvez-vous nous expliquer, parce que c'est quand même vous qui envoyez la flèche dans la cible ou non? Il dit, oui, certes, mais il dit, si vous regardez, qu'est-ce qui m'appartient? Ce qui m'appartient, c'est d'évaluer la distance, c'est de ressentir ma posture, ressentir la tension de l'arc, chaque petit geste, en effet, sur lequel j'ai un niveau de maîtrise. Mais une fois que j'ai décoché ma flèche, même si j'ai une influence sur la direction de la flèche, il peut se passer n'importe quoi à ce moment-là. Il peut y avoir un coup de vent, un oiseau qui passe, peu importe, et donc la flèche n'atterrira pas forcément au milieu de la cible. Et donc, pour pouvoir corriger cela, je ne vais pouvoir agir que sur ce qui m'appartient, c'est-à-dire corriger mes gestes à moi. Mhm. Et si on regarde, en fait, un manager, c'est exactement pareil. Prenons un exemple d'un dirigeant. Hein. Manager, dirigeant, c'est pareil, surtout quand il manage des équipes. Euh, Imaginons par exemple quelqu'un qui a une équipe de force de vente. Ok. Qui fait les ventes? Ben, c'est pas le manager, Mhm. c'est son équipe. Donc en fait, l'équipe, elle a un plan d'action stratégique qui amène à des résultats opérationnels. Par Mhm. contre, à côté de ça, le plan du manager, c'est pas le plan d'action stratégique de son équipe. Et tu me parlais tout à l'heure, tu vois, de manager autour des KPI. Mhm. Oui, sauf que les KPI ne sont qu'un indicateur. Ouais.
C'est un indicateur de performance, mais ce n'est pas un outil de pilotage managérial. Ce ne sont que des indicateurs qui montrent si oui ou non on est dans la bonne direction. Ah, donc les deux sont vraiment découplés en fait. C'est Il y a ça. l'aspect Et ça veut dire tangible que humain. c'est exactement ça. Et en fait, ça veut dire que le vrai plan d'action pour le manager ou pour le dirigeant vis-à-vis de ses équipes, il est où? Mais il n'est pas dans les KPI. Mhm. Son vrai plan d'action à lui, il est dans son plan d'accompagnement managérial. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un plan pour faire croître les compétences de mon équipe? Est-ce que je sais, par exemple, celui-là, en termes d'autonomie, il en est où? Qu'est-ce que j'ai prévu pour le rendre plus autonome? Celui-là, en termes de compétences techniques, il en est où? Qu'est-ce que j'ai prévu pour améliorer ses compétences? Et ce plan d'action d'accompagnement managérial Oui. fait qu'ils vont devenir de plus en plus compétents, autonomes, etc. Et c'est ça qui va permettre derrière de les rendre plus compétents dans leur application du plan d'action stratégique. D'accord. Par voie de conséquence, beaucoup de managers ou dirigeants font cette erreur de manager, de piloter au travers du plan d'action stratégique, alors que le plan d'action stratégique n'est que l'indicateur de la qualité de leur plan d'action managérial. Donc, si les D'accord. résultats sont pas bons, ça veut dire qu'ils n'ont pas été bons dans leur manière de piloter, de les aider à développer leurs compétences. Et ouais, ça c'est vraiment un bon point, tu vois, parce que très souvent, ce que je peux voir, c'est que on va mettre en place un plan d'action. Oui, Par contre, on met pas en place de plan de feedback. eh oui, Tu vois, donc on dit, ok, on va faire ça, mais dans 3 mois, même pas dans une semaine, 10 jours, etc., dans 90 jours, il n'y a pas de ah, comment s'est passé si, ça et ça. Donc, comment est-ce que toi, tu préconises justement de créer ce plan de feedback? Enfin, j'appelle ça un plan de feedback, c'est le terme qui oui. m'est venu maintenant. Euh, Eh ben, ça nous amène justement à la deuxième posture. si ça, c'est pas magnifique. Ben, c'est simplement que tu es brillant, mon cher Gaël. Et comme quoi, s'il y a une vraie logique là-dedans. Et la deuxième posture, c'est la posture du commandant. Commandant. Alors, la posture du commandant, elle peut paraître, tu sais, ça fait un peu sévère comme ça, mais oui, parce que, en fait, il y a certaines situations, on n'a pas d'autre choix que de mettre en place des règles et de faire respecter les règles. D'accord? Et ça va même s'appliquer dans 4 situations très spécifiques. Ces 4 situations, moi, j'y ai donné un acronyme qui s'appelle le CRUD, C-R-U-D. Vous pouvez penser à une crudité si ça vous aide, mais c'est le CRUD, qui veut dire cadre, respect du cadre, urgence, décision. Autrement dit, il y a 4 situations où on est amené à être directif ou à vouloir faire respecter les règles. C'est lorsqu'on fixe le cadre de fonctionnement. Par exemple, il y a quelqu'un qui commence à son poste, il faut bien lui expliquer quel est son poste, quelles sont les règles de l'entreprise, les règles du poste, les règles du service, etc. à respecter. C'est le cadre. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en général, quand il y a des tensions, quand il y a des conflits dans un service ou dans une entreprise, dans 90 voire 95% des cas, la raison est simple, c'est que le cadre est flou. C'est-à-dire que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils n'ont pas à faire, où commence le rôle de l'un, où finit celui de l'autre. Et donc, comme il y a des flous, bah, ça devient beaucoup plus simple de dire que c'est la faute du voisin, et donc ça se tape dessus. Donc, déjà, est-ce que le cadre est clair? Est-ce que chacun sait exactement ce qu'il a à faire? Une fois qu'on a déterminé le cadre, alors il y a le cadre qui est imposé par le service ou par l'entreprise, votre cadre, mais il y a aussi le fait, des fois, tout simplement, de co-construire un cadre avec son équipe. Par exemple, on voit qu'il y a quelque chose à faire évoluer, ben, on va décider ensemble de ce que l'on met en œuvre pour pour réaliser ce que l'on souhaite réaliser. Et ça, c'est même le meilleur moyen parce qu'on sait que justement, ben, les gens vont être 10 fois plus impliqués puisqu'ils ont été force de proposition dans la création de ce cadre-là. Donc, par principe de cohérence, on parlera peut-être de biais cognitifs, mais par principe de cohérence, comme on n'aime pas se contredire, si le cadre vient d'eux, ben, ils le respecteront beaucoup plus. Une fois que ce cadre est clair, que chacun sait ce qu'il a à faire, ben derrière, il faut quand même le faire respecter. Et donc, c'est comme l'arbitre hein, dans le sport. Imaginez par exemple un match de rugby sans règles ou sans arbitre pour s'assurer que les règles sont respectées. Je pense qu'on peut appeler un La grand France aurait nombre pu gagner d'ambulances. contre l'Afrique du Sud. C'est possible. Mais en tout cas, il faut bien faire respecter ces règles et ça peut parfois aller jusqu'au recadrage.
D'accord? Et donc là, en effet, il y a tout un tas de méthodes à mettre en œuvre pour respecter ces règles. Il y a l'urgence. L'urgence, parce que bah, quand c'est le feu, c'est le feu. Donc, on n'a pas le temps de tergiverser. Donc, à ce moment-là, il faut être directif, il faut aller direct à l'action. Par exemple, imaginez un restaurant, c'est la folie furieuse, c'est l'heure du rush. C'est pas le moment de faire un brainstorming sur la cuisson de la saule-meunière. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est une seule meunière pour la 8, chef, oui, chef. Parce qu'on n'a Ouais. pas le temps de tergiverser. Et une fois que le feu est éteint, une fois que l'urgence est passée, ben, on remercie son équipe et on la félicite pour cette gestion de l'urgence. Ça, c'est souvent oublié, d'ailleurs. Mais si on veut que les gens acceptent régulièrement, si on est amené régulièrement à devoir gérer les urgences, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant de la qualité du travail réalisé pendant les urgences. Et enfin, c'est la décision finale, c'est le dernier point du CRUD, décision finale, parce qu'il y a des fois, ben, tout simplement, il peut y avoir pas de solution commune qui apparaît. Et donc, à un moment, c'est au patron de décider ce qu'on met en œuvre s'il n'y a rien qui ressort du groupe. Donc, voilà les cas de situation où on est amené en effet à être commandant. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu me disais, c'est que finalement, on, on va co-construire, l'idéal c'est d'arriver à co-construire ces règles avec son équipe. Et parmi les règles, il y a les fameuses règles de suivi des actions à mettre en œuvre. Ouais. C'est-à-dire, on décide ensemble qu'est-ce qu'on va mettre en place, Mhm. et on décide ensemble quels vont être les indicateurs à suivre, et on décide ensemble comment on les suit. Et D'accord. là, c'est donc au patron ou au manager, justement, d'être le garant du respect, du suivi et de la mise en œuvre de ces actions. Ça, c'est un très bon point, ce que tu dis, être le garant Oui, du respect et de la réalisation des actions. Parce que c'est très facile de faire un plan, on fait le plan, et puis ensuite, ok, et est-ce qu'on est arrivé, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on y est arrivé à la fin du plan? Et là, c'est pas toujours vérifié et validé, tu vois. Donc, c'est c'est tellement, ça. tellement important d'avoir aussi ce système de feedback. Oui. Et notamment le fait d'avoir cette garantie du suivi du plan, c'est aussi ce qui permet d'avoir une analyse de est-ce que ça fonctionne ou non, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a besoin de corriger le plan. J'ai eu l'exemple ce matin même, juste avant notre rendez-vous, tu vois. Une manager ils avaient un plan d'action qui a été mis en œuvre avec son équipe, et elle s'est rendue compte là, lors du suivi, ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines actions qui ne fonctionnaient pas, ou en tout cas qui paraissaient secondaires par rapport à ce qu'ils avaient prévu originellement. Et donc, bah, il est prévu une prochaine réunion pour corriger ce plan et le réadapter par rapport bah, aux observations de la réalité terrain. Et c'est normal. Et en effet, bah, c'est cette culture du feedback. On analyse, on regarde, ça marche pas. Si ça marche, ben, on continue. Si ça marche pas, eh bien, on corrige. C'est tout. Hmm. Et quand tu corriges, je pense que là, ça va être une bonne transition également pour la troisième partie. Tu parlais donc première étape, le leader, deuxième étape, le commandant, troisième étape, voilà, pour ces corrections de direction, Ben, c'est le coach. c'est le C'est en coach. effet le coach. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le coach, en fait, si on regarde pourquoi ce terme de coach, c'est qu'un coach, son job, un vrai coach, hein, c'est d'aider la personne de là où elle en est, au point A, à l'amener vers là où elle souhaite aller, c'est-à-dire le point B. Sauf que l'objectif, c'est pas de lui donner des solutions, c'est pas de lui donner du poisson, c'est de lui apprendre à pêcher. Donc en fait, un coach, c'est quelqu'un qui maîtrise notamment, pas que, mais notamment l'art du questionnement, ce qu'on appelle le questionnement calibré. Et donc ça va être d'utiliser des techniques de questionnement pour aider la personne à chercher ses propres solutions. Donc on va la guider pour qu'elle trouve ses solutions, pour qu'elle-même apprenne finalement à gérer ses solutions, à devenir force de proposition, à devenir autonome, etc. Et donc, bah, derrière, c'est fabuleux parce que la personne, elle trouve ses solutions. Elle a juste à lui dire, bah, génial, comment tu veux qu'on fasse le suivi? Ben, on va faire comme ça, bah, super. Donc, ouais, on se revoit lundi prochain comme prévu, on fera le suivi. Et la personne, en fait, elle est contente parce qu'elle se sent responsabilisée, elle se sent valorisée parce qu'on lui demande ce qu'elle veut faire, elle trouve des solutions, on les valide, on les suit. Donc, finalement, les gens deviennent de plus en plus responsables, autonomes, compétents. Et en fait, notre job, et c'est d'ailleurs souvent un piège contre-intuitif, c'est que très souvent, les managers, pour gagner du temps, alors pour plein de choses, soit pour gagner du temps, soit pour se sentir respecté, soit pour être sûr que les choses soient faites comme eux, ils veulent que ça soit fait,
soit pour, comment dire, pour montrer que eux savent faire, aussi, ça arrive, eh bien, ils vont avoir ce réflexe naturel, quand on vient les voir avec un problème, de donner une solution et de dire, ben, fais ça. Sauf que ça marche sur le coup, on gagne du temps sur le coup, mais à terme, en fait, on envoie le signal inconscient à notre collaborateur qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance pour que lui-même gère le problème. Ouais. Quand je Donc vivais petit à petit, oui, pardon, vas-y. quand je vivais en Angleterre et dans les différentes boîtes où j'étais, c'est un concept qui s'appelle partager son singe, tu vois. Oui, c'est ça. Et les gens viennent, ils ont un petit singe qui est leur problème, ils viennent te le mettre sur le bureau, eux ils partent, et toi tu te retrouves en fin de compte à gérer un problème qui à la base n'est pas ton problème. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'autre envahir ton espace personnel, et c'est quelque chose qui était juste insupportable. Tu vois, nous on avait trouvé des techniques, on avait des gyrophares au-dessus de nos bureaux pour dire ne venez pas, c'est dans la partie opérationnelle, donc on s'assurait que les sites internet fonctionnaient toujours, etc. Donc c'était vraiment de la mission critique. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on était obligé de mettre ça en place, nous, avec nos équipes, pour pas venir être dérangés par des personnes qui avaient oublié leur mot de passe, tu vois. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est le principe du singe sur l'épaule. Ça a été développé par William Henken. Et Voilà. c'est exactement ce principe-là. Et en fait, l'idée, c'est que comment dire, si je dis en fait à mes collaborateurs quoi faire, non seulement je leur envoie ce signal inconscient que je n'ai pas suffisamment confiance en eux, et progressivement, ben justement, ils vont de moins en moins devenir force de proposition parce que je leur dis à chaque fois quoi faire. Donc pour eux, il y a un truc, c'est j'ai un problème, je vais demander à mon patron, il me dit quoi faire, j'exécute. Sauf qu'ils exécutent comme ça vient pas d'eux, ils exécutent avec un niveau d'implication et de motivation qui est très léger, voire négatif. Clairement. Donc, les études montrent très simplement que quand l'idée vient de la personne, le niveau d'implication est 10 fois supérieur. À un moment, c'est pas compliqué. En fait, pour faire simple, je vais même donner une phrase un peu abrupte, c'est que une mauvaise solution qui vient de votre collaborateur sera toujours meilleure que la bonne solution qui vient de vous. Répète un petit coup et développe, parce que là, c'est une mauvaise solution qui vient de votre collaborateur. Une Sera tout. mauvaise solution qui vient de votre collaborateur sera toujours meilleure qu'une bonne solution qui vient de vous. Alors explique-nous ce que ça veut dire, ça. Ben, en fait, si un collaborateur vient et qui nous propose une solution, mais qui n'est pas idéale, et qu'on montre qu'on lui fait confiance, forcément, quand il va le mettre en application, il va se rendre compte que ça marche pas bien. Mais comme on lui a fait confiance, derrière, il va avoir à cœur de montrer que ce qu'il a décidé fonctionne. Donc, on va utiliser des mécanismes inconscients. C'est-à-dire que lui, comme il ne va pas avoir envie de revenir, alors que c'était sa propre responsabilité, son propre choix, il ne va pas avoir envie de revenir en disant, ben, tu sais quoi, ce que je t'ai proposé, ça ne marche pas. Il a envie de revenir triomphant pour montrer qu'il avait raison. Oui. Donc, il va essayer par lui-même d'essayer de trouver des solutions. Soit il va les mettre en application de son côté, soit il va revenir en nous disant, bon, j'ai constaté que ça ne marche pas, je te propose ça à la place. Alors que si nous, on lui dit tout de suite quoi faire, ben, progressivement, il va se désengager. Ah, c'est limite, C'est-à-dire ça qu'on infantilise la personne, quoi. complètement. Donc en fait, si on regarde au début, amener la personne à proposer ses propres solutions, certes, ça nous prend du temps, c'est chronophage au début, mais qu'est-ce qu'on gagne du temps à la fin? C'est-à-dire quand à la fin, on n'a même plus besoin de demander quoi que ce soit à nos équipes parce qu'elles sont tellement autonomes, responsables et compétentes qu'en fait, elles pourraient presque prendre notre place. Et quand tu dis à la fin, enfin, que ça prend du temps, par rapport à ton expertise et ton expérience, ça prend combien de temps? Alors, que ça prend du temps pour les rendre autonomes? Ouais. Pour les rendre autonomes, tu veux dire? Ouais, C'est qui moins de six commencent en mois. fait à prendre leurs propres. Je dirais c'est entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois, ok, d'accord. Voilà. Entre 3 et 6 mois, tout dépend du niveau de difficulté, tout dépend du niveau de résistance, tout dépend de la complexité du poste, donc c'est très variable. Mais ça demande 3 à 6 mois pour que, en effet, les équipes déjà rentrent dans cette démarche d'autonomisation. Mhm.
Et Ouais. pourquoi ça demande ce temps-là? Parce que ça demande 3 à 6 mois pour que le manager change de posture. Donc, c'est quoi? C'est le changement de posture va prendre 5 mois et l'autonomisation, c'est un mois, c'est ça? Non, pas vraiment, mais comment te dire, après, ça devient un flow naturel. C'est-à-dire D'accord. qu'à partir du moment où le manager va avoir changé de posture, Ouais. bah forcément, les choses vont progressivement évoluer au sein de l'équipe. Excellent, ouais. Bien sûr, ouais. Excellent. Vraiment, vraiment top. Et je me souviens, tu vois, quand j'étais chez Rackspace, c'est la grosse boîte en hébergement où j'étais, ils avaient une formation qui s'appelle le manager detox, la détox du manager. Et Oui. je me dis, ok, c'est cool, tu vois, très bien, ils font ça. Et déjà, il y avait une première chose, moi, qui m'avait vraiment surprise, voire choqué, c'est que peu importe l'équipe dans laquelle j'étais traité de la même façon par le manager. Hmm. Mais n'importe où, n'importe où, n'importe où, n'importe où. En fait, on est dans des grandes boîtes, donc on a à changer d'équipe ouais, peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et donc, en Mhm. fait, bah, tu vois des nouveaux managers, tu vois des nouvelles têtes, etc., etc. Et il y avait une constance entre les personnes qui était extraordinaire. Et un jour, j'ai eu un de mes managers, un de mes derniers managers qui s'appelait Ross. Et il commence, tu vois, et je le sens micromanager, tu vois. Alors, Oula. qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas le faire une année? Et il venait juste, enfin, ça faisait quoi? Que quelques jours qu'il était là. Et moi, dis-toi, ça faisait peut-être 2, 3 ans que j'étais déjà dans l'entreprise. Mais j'avais l'impression que c'était une personne. Enfin, mon cerveau, il a bugué, tu vois. Je me dis, mais j'ai Oui, jamais vu oui. ça. Que s'est-il passé, tu vois? Ok. Il, il arrête, il fait son manager detox. Plus jamais il a micromanagé. C'était le jour et la nuit. J'avais jamais expérimenté ça, tu vois. Donc, je comprends complètement quand tu me dis, ouais, ça prend du temps pour le manager. Je pense qu'il y a déjà une première étape, Ouais, c'est que le manager soit sensibilisé à ça et, et aux autres méthodologies que celle bah, qui est héritant en fin de compte de l'âge de l'industrialisation, de travail à la chaîne, c'est ça. bah, on passe de A à B avec ces étapes-là. Lui met le coup de tournevis, lui met le coup de marteau et lui met le coup de soudure à quelque chose, une gestion humaine qui, de plus, quand tu vois l'arrivée sur le marché des nouvelles générations, les Gen Z, c'est encore un autre paradigme Oui, complet, tu vois, avec le désir d'implication, le besoin comment dirais-je, de sens oui, dans ce qu'ils font. Et je vois que l'un et l'autre, à l'époque, c'était l'argent qui était, bah, en fait, on te paye plus, donc tu devrais être plus content, si je caricature la situation. oui, Aujourd'hui, ça a complètement shifté, donc les personnes qui ne seront pas à même d'avoir cette sensibilité-là, ça va être compliqué, hein. tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises sont maintenant confrontées à ça. Il ne faut pas oublier que un, une démission sur deux en France Ouais. est faite pour se libérer de son manager. Ah, ça m'étonne pas, hein. D'accord? Et 70% de l'implication d'un collaborateur Ouais. est liée à la posture du manager. Ouais. 70%. Donc, si on a des équipes qui ne sont pas impliquées, peut-être déjà retourner à la source. Ouais, je... 70% des chances, c'est que c'est le manager qui doit faire grandir sa posture. ah, c'est souvent ça. Et ça doit quand même leur prendre pas mal. Comment est-ce que tu fais, toi, pour passer? Parce que j'imagine, les managers, ils vont penser que c'est des cadors, tu vois, que c'est des phénix, tu vois. Et Oui. pour passer, justement, je dirais, leur ego, Hmm. la résistance de l'ego. Oh, bah, tu sais, souvent, il y a des indicateurs qui sont assez simples à aller chercher, hein. D'accord? Par exemple, du turnover. Après, comment te dire? Le... En général, l'ego passe assez vite quand ils se rendent compte que justement, c'est cet ego qui les amène à avoir des difficultés. D'accord. Pour faire simple, en fait, ce sont nos croyances. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des croyances qui sont souvent véhiculées tout simplement parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, ou alors c'est tout simplement parce que c'est des fois des solutions inconscientes qu'on a trouvées face à des situations, et donc on se dit, bah, ah, ben, tiens, une fois j'ai fait ça, ça a marché, ou alors on reproduit comment dire, des comportements qu'on a déjà vus, comme par exemple des figures parentales. Donc en fait, forcément, il y a beaucoup de croyances dans tout ça, et quand tout d'un coup on met face
aux vérités, Mhm. ça bug. On se rend compte que finalement, on avait une croyance fausse. En fait, pour faire simple, j'aime bien illustrer, dire, ben, imagine une frise. Ouais, Tout au bout, on a ce qu'on appelle le jugement. d'accord. Le jugement, c'est une opinion que l'on défend, comment dire, qui est plus que Corps et âme. drastiquement. Voilà, c'est hyper tranché, c'est comme ça, paf. D'accord. Ouais. Ensuite, il y a l'opinion. Donc, c'est un degré un petit peu moindre, mais une opinion, c'est une croyance que l'on considère véritablement comme étant vraie. Mhm. Ensuite, il y a la croyance. Alors, on est sur une intensité encore un petit peu moindre. Une croyance, c'est quelque chose que l'on pense être vrai. Ok. Après, il y a le doute. Ensuite, il y a l'apprentissage, la maîtrise et la sagesse. Ah, ah. Intéressant. Autrement dit, pour faire simple, et d'ailleurs, il y a l'effet de Dunning-Kruger en psychologie qui est assez connu là-dessus. D'accord? C'est ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus. D'accord? Bon. C'est que. C'est marrant que tu dises ça. Le podcast que j'ai enregistré hier, c'était sur l'effet du Dunning-Kruger et son impact sur le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Ah ben oui, 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 complètement. En plein Et, dedans. et donc, si on regarde, pour faire simple, le jugement, c'est l'opposé de la sagesse. Ouais. L'opinion, c'est l'opposé de la maîtrise. Ah, ah. Autrement dit, je ne peux avoir d'opinion que sur des sujets que je ne connais pas. Intéressant. Alors, attention, je peux avoir, il y a des fois, ce qu'on pourrait être des préférences. Il y en a qui vont, on Mhm. peut mélanger opinion et préférence. Par exemple, mon opinion, c'est que je préfère la tarte aux pommes par rapport à la tarte aux prunes. Bon, c'est c'est pas dans ce sens-là que je Ouais, parle bien sûr. Ouais. d'opinion, d'accord? Mais l'opinion, on va l'avoir en général sur des choses où on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on va prendre une position par rapport aux quelques petits trucs qu'on sait, mais on prend une position sur les zones de doute, en fait. Ouais. Et qu'on va généraliser, j'imagine, on va partir d'une situation et dire bah, c'est comme ça partout. Voilà. Alors que à partir du moment où on sait, on peut plus avoir d'avis. On peut avoir des avis éclairés. C'est-à-dire quand on rentre dans la maîtrise, si on regarde par exemple des gens qui deviennent des experts dans un domaine, ils vont plus avoir des opinions tranchées. Ils vont commencer à avoir des avis éclairés. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à dire, bah, selon les dernières données, on pourrait penser que ça. Enfin, moi, je pense plutôt ça. Mais tu vois, ils y vont avec des pincettes parce qu'ils savent que c'est quand même beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Ouais. Résultat des courses, prenons un exemple bête. On peut avoir l'opinion qu'on veut sur l'existence des extraterrestres. Oui. Et un jour, si on se retrouve nez à nez face à un extraterrestre et qu'on sait qu'il est là, non, on n'a plus d'avis en fait. On sait. C'est clair. Voilà. Tu vois, c'est. J'avais une conversation avec un docteur en mathématiques. Oui. Donc, le mec, tu vois, bac plus quoi, c'est 9 pour être docteur, ça? Bac plus 7, bac plus 9. Ça dépend des domaines, oui. En général, c'est autour de ça. Ouais. Et en gros, il fait des, des trucs, tu vois. Et il me dit, tu sais quoi, on avait cette conversation-là comme quoi les mathématiques n'étaient pas une science exacte. Hmm. Et là, tu fais, ok, c'est assez incroyable parce que jusqu'à maintenant, on nous explique que la science est une science, enfin, que les maths sont une science exacte, tu vois. Il dit, Hmm. dans la réalité, non, avec les mathématiques, en gros, on peut être amené à prouver plus ou moins ce qu'on veut, même des choses qui sont complètement contre-intuitives, tu vois. Bah oui, Et là, tu vois, c'est quand tu arrives, c'est exactement ce que tu dis, c'est quand tu arrives à ce niveau de maîtrise que tu, en fait, as des opinions nuancées sur est-ce que un plus un égale 2, tu vois. exactement ça. Et là, tu Et fais, donc, pour en revenir à ta question, ah ouais, il disait, ben, finalement, l'ego par rapport aux managers qui se ah retrouvent ouais, confrontés à ça. Et en fait, pour eux, l'ego se pulvérise assez rapidement parce ok. qu'ils se rendent compte qu'il y avait des croyances, qu'il y avait des opinions, parfois même des jugements Mhm. dans leur manière de devoir manager. Et tout d'un coup, ils savent. C'est-à-dire qu'on leur met les données, on leur montre comment ça fonctionne. Ils apprennent tous les mécanismes. Et là, ils font, ah oui, ah ben c'est pour ça que face à telle situation, j'ai rencontré ça. Ah ben oui. Ah, et donc là, j'aurais dû agir comme ça. Eh ben oui, d'accord. Donc tout d'un coup, tout s'éclaire. Parce qu'à partir du moment où on a l'information, alors ça ne veut pas dire derrière qu'on va la maîtriser. Il faut derrière Mhm. mettre en pratique pour pouvoir Ouais. maîtriser l'outil. Mais à partir du moment où on a l'information, on se rend compte finalement des raisons pour lesquelles on a rencontré des difficultés.
Ouais, je comprends bien, ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui fait, enfin, là, pour changer de sujet, c'est qu'est-ce qui fait selon toi, parce que des formateurs de managers, je Hmm. pense que tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier non plus, avec des méthodologies qu'on connaît, etc. Qu'est-ce qui fait selon toi que, bah, aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui a fait ton succès, tu vois? Quel est Ah, ce différenciateur qui fait que, pourquoi Clément Bergon, qu'est-ce qui fait que parmi tous les autres, bah, toi, tu as cette chaîne avec 60 000 abonnés sur YouTube qui est la première en France, enfin en francophonie même. Qu'est-ce qui fait, voilà, t'as un livre qui est dans le top des ventes sur Amazon, que tu sois oui. vu dans des organes de presse, etc. Alors, je pense que c'est un mélange de plein d'ingrédients. Ok. C'est c'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas, donc je pourrais dire que déjà, ça va être un positionnement différenciant. Ok. D'accord? Comme je disais, très souvent, il y a cette espèce de croyance du manager testostérone, etc. Et donc, le fait que j'arrive peut-être avec un message un peu différent, dire non, non, mais arrêtez la gonflette du manager, et si vous mettiez au service de vos équipes, peut-être que ça changerait. Bah, sur ta dernière vidéo sur Insta, où tu es dans la brève du manager, où tu expliques de faire confiance à son sixième sens Oui, dans un univers qui est dirigé et guidé par des chiffres, là, ça bug, tu vois. Donc, je comprends complètement, ouais. c'est ça. Et pourtant, comme on regarde, la plupart des prix Nobel disent qu'ils ont eu leurs idées qui ont permis d'avoir des prix Nobel au travers de leur intuition. Exactement, ouais. Exactement. Et l'intuition est maintenant quelque chose de scientifiquement prouvé. Donc c'est Ouais. ça qui est intéressant. Et ce que tu expliquais, c'est même l'intuition. Il faisait dans l'étude que tu cites dans ta vidéo, il y avait une étude qui était faite où en fait, les personnes ressentaient une émotion avant de voir l'image qui allait s'afficher à l'écran. Et là, tu fais, ouais, C'est c'est ça. assez extraordinaire. C'est ça. Et finalement, Extraordinaire. ça amène, quand on parle de pressentiment, Ouais. en fait, c'est la preuve scientifique du pressentiment. C'est-à-dire que le sentiment, le ressenti est là avant même la cause du Mhm. ressenti. Ouais. Donc, le pressentiment existe et il est scientifiquement validé. Alors, Donc, en fait, nous avons tous une capacité de perception. Petit à petit, la science commence à l'expliquer de plus en plus. ouais. Et ben, tu vois, c'est très intéressant que tu parles de ça, parce que si on regarde, par exemple, le titre de ma chaîne, Oui. ça a été une espèce de flash à un moment, un truc où, bah, ah, et si je l'appelais comme ça, tu sais, c'est devenu une évidence. Qui est pour les personnes que ça intéresse la brève du manager. Voilà, Et c'est abonnez-vous, devenu une mettez des évidence. pouces. Quoi? Mettez des pouces, inscrivez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous pour Clément, je mettrai tous les différents liens pour te retrouver aussi dans la description du podcast. Ouais, ah, merci beaucoup. Mais pour le livre, ça a été pareil. C'est-à-dire que le livre, en fait, le livre, le titre était une évidence. Alors, je vais dire le truc, ça m'est arrivé sous la douche, le D'accord, titre du livre. C'est-à-dire qu'à un moment où tu penses à rien, un moment de vacuité, et donc tu on penses quand laisse même. la place à venir les informations intéressantes, et tout d'un coup, pouf, le truc qui monte, et on fait, oh, c'est évident, c'est intuitif, instinctif. Mais c'est souvent Et ça. donc, Moi, voilà. j'ai ça quand je fais du repassage, tu vois. Ouais, Moi, j'aime le ouais, repassage, tu vois. Je sais pas pourquoi je trouve ça raison. C'est pour très ça que ta relaxant. chemise est extraordinairement bien repassée. Bravo. Je te remercie, Clément. Ouais, c'est avec beaucoup de soin. Donc, vous le voyez pas, mais moi, je vois que Gaëlle a une belle chemise bleue. Et donc, oui, bien évidemment, notre intuition joue beaucoup pour beaucoup. Bon, après, il faut accepter de laisser venir notre intuition, et ça, Hmm. c'est un travail sur soi. Euh, Ensuite, pour répondre, en continuant à répondre à ta question sur la différenciation, au-delà d'avoir je dirais un positionnement différenciant et assumé, d'avoir certes suivi mon instinct sur des choses qui me sont parues évidentes, derrière, je me suis fait aussi accompagner. D'accord. D'accord? Il y a des gens, des experts de l'accompagnement, comme toi, qui sont là pour ça. Par exemple, pour ce qui est de la chaîne YouTube, euh, donc, ma chaîne YouTube fonctionnait relativement bien, elle était en bonne croissance, mais je sentais qu'il fallait que je peaufine des choses. Alors, j'avais en effet déjà choisi mon format, j'avais tout ça, et on voyait qu'il y avait une bonne croissance, mais derrière, en effet, je suis allé chercher des avis d'experts. Hmm. Et j'aime bien aller chercher les avis de personnes qui ont vraiment, tu vois, démontré la réussite là-dedans.
Et donc, je peux dire, j'ai contacté un YouTuber qui est assez connu, que vous connaissez très probablement, qui s'appelle Poisson Fécond, voilà, qui est une chaîne, Mhm. il doit avoir à peu près 4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et donc, je me suis fait accompagner par Poisson Fécond pour essayer de comprendre quels autres leviers je pouvais mettre en place. Donc, il m'a appris des leviers stratégiques, en effet, de développement de ma chaîne YouTube. Et on est allé finalement chercher les derniers petits détails, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé mon format de vidéo, on n'a pas changé, on est allé chercher des petits détails techniques sur, par exemple, comment mieux rédiger mes titres, comment faire des vignettes plus sympas. Donc, je me suis professionnalisé, je me suis entouré d'un monteur professionnel, d'une graphiste professionnelle. Donc, je suis allé chercher les compétences, Mhm. finalement, autour de moi pour donner cet aspect encore plus professionnel qui manquait peut-être encore à l'époque. Alors, en tout cas, qui a permis de faire croître encore plus ma chaîne. Et petit à petit, en fait, il y a une chose qui est assez amusante, c'est que, tu vois, par exemple, ça faisait en effet peut-être plus d'un an et demi que j'avais l'idée d'écrire mon bouquin. Oui. Et j'en parlais autour de moi, tu vois. Et donc, ma chaîne commence à se développer. Et à un moment, il y a eu un appel magnifique de Clara, de la maison d'édition Diathéno, qui m'appelle. Et donc, Diathéno, quand on regarde les auteurs qu'il y a chez Diathéno, on voit des Guy Kawasaki, des gens comme ça, tu fais waouh, ok. D'accord. Et on fait d'accord. Et elle me dit, ben voilà, on voulait savoir si vous aviez prévu d'écrire un livre. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord de l'écrire avec nous? Oui. Je sais pas. Laissez-moi hésiter une demi-seconde. Et donc, l'aventure était partie. Extraordinaire. Et Voilà. c'est. Mais Mais disons qu'après, il y a une sorte d'évidence, je sais pas comment te dire, le Mhm. chemin devient tout tracé. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il arrive un moment, et je pense que tu l'as toi-même fortement constaté, c'est que au début, on court pour faire grandir notre boîte, puis il arrive un moment où notre boîte grandit tellement que c'est nous qui courons après elle. J'entends bien, ouais. Ouais. Ou les forces inverses, c'est ça. C'est exactement ça. C'est C'est une ça. sorte de. Alors, nous, j'ai un projet sur lequel je travaille avec mon cofondateur Yves, qui est au Canada, qui s'appelle Momentum. Hmm. Et c'est en fait, tu vois, c'est pour n'importe quel entrepreneur. Et je pense notamment à un entrepreneur aux États-Unis qui s'appelle Alex Charfen qui a euh, codifié ce qui s'appelle le Entrepreneur Personality Type. Mhm. Et il parle justement que les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est du momentum. Tu vois. Un entrepreneur Ouais. se sent bien quand il est dans du momentum parce que ça avance et sortir de cette inertie. Hmm. Ouais. Euh, donc ça c'est énorme. Selon toi, quelle a été la part euh, de ton positionnement dans le fait que cette maison d'édition t'ait contacté? À quel point que ton positionnement soit distinctif de tous les autres, est-ce que ça a joué dans le fait qu'à la place que toi, tu ailles courir après une maison d'édition, que ce soit la maison d'édition qui te contacte? Alors, je suis pas forcément en capacité de donner on va dire un chiffre, mais je pense que ça a été fondamental. C'est-à-dire qu'on pourrait presque mettre une loi de Pareto là-dessus, quoi. Je pense que finalement, si on regarde mon positionnement, ça représente peut-être 20% de mon image, mais je pense que ça a été 80% de la raison de leur décision. Donc, oui, c'est sûr que forcément, ça a un impact. Et pourquoi les gens viennent me chercher pour les accompagner dans leurs entreprises? C'est justement parce que j'ai cette position-là et qu'ils se rendent compte peut-être que justement dans leurs entreprises, ils ont tenté la direction et le management à la testostérone, à la Rocky. Alors, ok. À la carotte et au Et bâton. c'est ça. Et malheureusement, si on s'intéresse au levier de la motivation, il y a un livre qui est fabuleux, c'est La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. Et on voit bien que justement, la carotte et le bâton, ça a un mode de fonctionnement excessivement limité. Ouais, Ça marche dans certains cas, mais pas grand-chose. Donc, oui, il y a un constat derrière et tu parlais notamment des nouvelles générations, de l'importance du sens. ouais. Euh, si justement les entreprises ne comprennent pas
que les forces se sont inversées. C'est-à-dire que c'est pas elles qui sont en tout pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, quand les jeunes ils arrivent, c'est presque eux qui font leur marché en disant qu'est-ce que vous pouvez m'apporter là en tant que boîte? Ça, Si vous n'êtes pas capable de m'apporter quelque chose qui m'intéresse, vous savez quoi, je vais chez le voisin. je parlais avec un entrepreneur au Canada qui me Hmm. disait que pour trouver des développeurs, le problème, c'est pas tant de les trouver, c'est qu'ils restent en fait. C'est ça. Parce que le marché est tellement concurrentiel qu'un Ouais, développeur va rester 3 mois, 6 mois. Et s'il a une meilleure offre autre part, dans une entreprise qui est plus cool, bah, il va partir. Donc il y a moins de fidélisation, enfin, il y a moins de sens de fidélisation par rapport à ça. c'est ça. C'est-à-dire que le métier et l'entreprise ne sont plus une finalité, sont devenus un moyen. Ouais, Donc, soit on est un bon moyen, soit on apparaît un meilleur moyen de croissance que le voisin. ouais. Si on n'apparaît pas un meilleur moyen de croissance que le voisin, ben, dès qu'il y a une nouvelle opportunité, on va aller là où c'est mieux. Eh ben, c'est normal. Enfin, on sert nos propres intérêts, hein, C'est ça. c'est la base. Et du coup, donc, t'es auteur, top des ventes sur Amazon aujourd'hui. Quelles sont tes ambitions, tu vois, dans les 3 mois, 6 mois, un an qui arrivent, Clément? Euh, Mes ambitions, c'est finalement de faire en sorte que progressivement, la boîte n'ait plus besoin de moi. D'accord, nickel. En tout cas, différemment. Différent. C'est-à-dire que mon idée, c'est d'automatiser de plus en plus du contenu. C'est de mettre en valeur aussi des gens exceptionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon entreprise tourne beaucoup autour de mon image de marque. Et mon idée maintenant, c'est justement d'aider aussi à mettre en avant des personnes brillantes. Et donc, par exemple, il y a l'idée de création de plateformes de formation. Où il y aura certes des formations de moi, mais mon idée, c'est aussi d'aller trouver des pépites et de les mettre en avant pour pouvoir aider les entreprises. Et donc, voilà, apporter du contenu euh, au différent de ce que j'apporte et faire connaître des gens. C'est-à-dire que mon idée, c'est voilà, petit à petit, ça va être de mettre d'autres personnes en avant, tout Excellent. Donc, voilà, simplement. peut-être une plateforme pour d'autres personnes également. Et à quelle échéance est-ce que tu vois cette nouvelle plateforme voir le jour? Or, la plateforme va voir le jour début 2024, je dirais Début premier 2024. trimestre 2024. Excellent. Donc, ça arrive très rapidement, du coup. Et C'est c'est, ça. Alors, au début, elle commencera petitement et progressivement, on va implémenter de plus en plus de choses dessus. on sait jamais. Tu peux avoir un départ en fanfare, Oui, oui, oui. Mais ce que que je je veux te dire, souhaite. c'est en termes de contenu de formation, ben, on commencera par une, puis deux, puis trois, puis quatre, etc., etc. Ouais, ce que j'aime énormément dans ce que tu partages, c'est qu'au-delà oui, de former les managers, tu vois, c'est ce que j'explique, c'est que oui, il y a ce qu'on fait concrètement, tangiblement, tu vas faire en sorte que le manager et que les êtres humains au sein d'une entreprise aient des meilleures relations. Mais ce qu'il y a Hmm. derrière ça, moi, ce que je perçois vraiment, c'est, je dirais, un éveil des consciences, un éveil des personnes qui va au-delà d'uniquement manage mieux tes équipes et fait que tout le monde atteigne ses KPI. Et je trouve que dans ta sélection, enfin, j'anticipe déjà que la sélection des personnes que tu vas avoir sur ta plateforme soit du même acabit, avec la même vision, la même approche, etc. etc. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, va vraiment au-delà d'uniquement mieux manager ses équipes et avoir des entreprises plus performantes. Et je suis persuadé, merci beaucoup, en tout cas, ça me touche beaucoup ce que tu dis, elle. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que finalement, l'épanouissement est le meilleur levier de la performance. Ouais. Bon, je veux dire, on est bon dans ce pourquoi on s'éclate. Mm. Si je me prends un plaisir fou à faire les choses, ben forcément, je vais m'y donner à fond. Et donc, faire de l'épanouissement, du bonheur, un levier de performance, pour moi, ça me paraît une logique évidente. Ça, Donc, et si on faisait en sorte que les gens soient heureux dans ce moment-là qui est le travail et qui correspond tout simplement le truc où on passe le plus de temps dans notre journée. c'est ça. Et le rayonnement en plus, tu vois, ça va au-delà d'uniquement la personne. Parce que oui, tu as la personne, mais ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur sa famille, ça qui va avoir un impact sur ses proches. Bien sûr. Et tu vois ça au niveau beaucoup plus large, c'est un impact qui va être planétaire au fur et à mesure Oui. que comment ça s'appelle c'est quoi? Un mouvement d'aile de papillon au Brésil déclenche des ouragans en Russie, quelque chose, c'est ça. C'est exactement ça. Mais Peut-être en que je fait, paraphrase, mais si on veut créer un joli monde, ben déjà, créons-nous une jolie vie.
Exactement. Bah écoute, on va conclure sur ça, Clément. Si on veut créer un joli monde, créons-nous une jolie vie. Bah écoute, un Merci grand beaucoup. merci à toi de ce moment passé ensemble. Merci à toi, Gaël. Ça m'a fait plaisir. Pour les personnes qui veulent te retrouver, je mettrai tes liens sur les réseaux sociaux, ta chaîne sur YouTube et également le lien vers ton livre dans la description. Et puis, bah, Clément, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Gaël. Encore Bye bye. merci. Salut, bye bye. Bye.